Madame, Monsieur, bonsoir. Pas de titre ce soir. Bienvenue dans cette édition consacrée à deux événements qui ont fait les gros titres ce week-end. Tout à l'heure, vous suivrez une déclaration de la Fédération guinéenne des parents d'élèves, étudiants et amis de l'école, la FEGIPAE. Mais tout d'abord, ce dîner offert hier aux médias guinéens par le président Alpha Condé, le chef de l'État a mis l'occasion à profit pour inviter la presse à jouer son rôle pour la construction d'une Guinée plus démocratique. Même observation faite au gouvernement Yula qui doit communiquer pour éviter de laisser la place aux rumeurs. Mohamed Lamine Souma. Une première rencontre en cette année 2017 avec la presse nationale dans une atmosphère très détendue que le président de la République qualifie d'amicale. Deux axes principaux ont ponctué l'exposé du professeur Alpha Condé: la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information et l'invite au gouvernement à mieux communiquer. En introduction, le ministre d'État, conseiller spécial du président de la République Tibou Camara, a dit que cette rencontre s'inscrit dans la pratique démocratique qui veut qu'entre le président de la République et les médias s'instaurent des canaux d'information et de communication. Pour ceux qui vous connaissent et connaissent vos liens avec la presse, ils ne sont guère étonnés, car j'ai pour habitude de dire que compte tenu de votre histoire personnelle, de votre parcours dans la quête et la conquête des libertés et des droits dans notre pays, vous avez fait de la presse qui est en face de vous, votre presse, dans sa pluralité et dans sa diversité, un compagnon et un partenaire de tous les instants. Monsieur le Président de la République, vous êtes un partenaire, mais un ami de la presse. Durant le combat politique long et difficile qui a abouti à votre accession à la magistrature suprême, assez souvent, et chaque fois que votre temps vous l'a permis, vous avez rencontré la presse autour d'un repas, autour de débats et d'échanges pour vous éclairer aussi bien sur le sentiment de l'opinion publique que sur les préoccupations de l'heure. Donc vous êtes véritablement un ami de la presse et la presse fut à vos côtés pendant les moments difficiles de votre lutte historique pour l'instauration d'une véritable démocratie dans notre pays. Je voudrais donc dire aux uns et aux autres que vous n'avez jamais été opposé à la presse. Vous ne serez jamais un adversaire de la presse, bien au contraire, vous contribuerez à sa promotion et à son triomphe dans le cadre de la démocratie à laquelle vous avez pris une part active dans notre pays. Devant cet aéropage de responsables des médias nationaux et de journalistes, le président Alpha Condé a fait une revue de l'actualité nationale, africaine et internationale. Il a insisté sur la responsabilité du journaliste dans le traitement de l'information, invité la presse nationale à mettre l'accent sur les investigations journalistiques, le respect de la loi et les institutions républicaines. Si nous avons fait un long chemin au moment de l'opposition et surtout au moment où j'ai été arrêté, nous n'avons pas continué ce chemin depuis que je suis au pouvoir. Il y a trop de malentendus et je pense que les responsabilités sont partagées. Parce que nous souhaitons avoir une presse responsable, une presse qui fait des enquêtes de recherche et qui ne véhicule pas des rumeurs. Une presse qui respecte la loi. Et la loi fondamentale d'abord, c'est l'unité de ce pays. La lutte contre toute forme de propos qui veut mettre en cause l'unité de cette nation. Et aussi le respect des institutions. Mais il se passe trop de choses au niveau des radios qui sont inadmissibles. Malgré cela, aucun journaliste n'a été arrêté ici, alors que dans les pays africains considérés comme très démocratiques, tous les journalistes sont arrêtés. Donc, il faut un effort commun et de la presse et du gouvernement. Ce qu'on reproche à la presse, c'est cela, c'est-à-dire il y a trop de radios qui émettent des émissions irresponsables et qui appellent, si ce n'est même pas des appels à l'indiscipline et à la mise en cause de l'unité nationale. Du côté du gouvernement, il y a de graves insuffisances, notamment au niveau de la communication. Et je reproche au ministre de ne pas être proactif, c'est-à-dire, lorsqu'un problème doit arriver, il doit vous communiquer. Je le dis, les ministres sont au service du pays. Donc, tout ce qui doit être fait, les populations doivent être informées. Et
c'est cette manque de proactivité qui fait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, lorsqu'il y a une panne d'un transfo, tout de suite, les DG doivent communiquer à la population pour dire il y a panne de tel transport, il y aura derrière ça de tel heure à telle heure, etc. Et les gens comprennent, mais il n'y a pas de communication. Donc, c'est ce manque de communication au niveau du gouvernement qui fait aussi que le rapport avec la presse n'est pas ce qu'il doit être. Donc, il y a des efforts des deux côtés. Parce que pour que la presse aussi puisse bien communiquer, il faut qu'elle soit bien informée. Ce qui veut dire qu'il faut que les ministres communiquent correctement. C'est pourquoi j'ai pris Thibault comme conseiller personnel pour essayer d'améliorer la communication du gouvernement et le rapport avec la presse, parce que très souvent, les désaccords sont basés sur le malentendu. Alors que la presse doit être celui qui reflète aujourd'hui la situation de la Guinée. Et vous savez d'où nous venons. Mais parfois, vous savez, le peuple est amnésique. Parce que très souvent, il oublie ce qui n'allait pas, il est toujours demandé. Mais c'est à la presse aussi à rappeler au peuple d'où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Je pense que peut-être si on a des couloirs, parce que vous reprochez beaucoup aussi à la presse de la présidence, de ne pas vous informer, de ne pas être disponible. Lorsque j'ai fait le conférence de presse un jour, j'ai dit que pendant les moments les plus difficiles, il y a des gens qui venaient chez moi, comme Thibault, comme Savané, comme Cissé Sano, parmi les journalistes. Je les appelais pour discuter avec eux parce que très souvent, ils avaient des positions qu'ils n'avaient rien à voir d'un journaliste. Par exemple, je crois que lorsque on enlevait un ministre, qu'on a mis un autre ministre des Finances, là il a écrit, tel ministre est parti, on n'aura plus de programme. L'autre a dit, tel ministre est venu, on a le programme. Je les ai appelés, j'ai dit, mais écoutez, c'est irréaliste. Et c'est partisan. On aura un programme si le gouvernement travaille correctement. Ce n'est pas parce que tel ministre est là ou tel ministre est parti, il n'y a pas de programme. Non, ça dépend. Donc, je dis, faites des enquêtes, cessez d'être partisan. Parce que si vous êtes partisan, vous n'allez pas dire la vérité. Si vous faites des enquêtes, vous allez voir l'objectif. Et très souvent, mes amis-là ne s'entendaient pas, ils savent. Et je les savais tout le temps pour dire, vous n'avez pas raison. Et essayez d'être une presse qui fait des enquêtes. Moi, je l'appelle souvent, ce que Mao disait, qui n'a pas fait d'enquête n'a pas droit à la parole. Il disait, nous ne voulons pas de ces cadres qui viennent, sans connaître la situation, se mettre à donner des ordres. Alors, on doit connaître, surtout quand on est dans un pays où la majorité de la population n'a pas été à l'école, où les gens croient que passer la radio est quelque chose, c'est vrai. Dès que la radio n'a flammé. Mais la radio peut dire n'importe quoi. Surtout qu'aujourd'hui, on a un phénomène mondial que personne ne peut contrôler aujourd'hui. C'est les réseaux sociaux. N'importe qui peut écrire n'importe quoi. C'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous voyez tous les problèmes que ça crée. Et c'est extrêmement grave quand on est dans cette situation où la presse a encore beaucoup plus de responsabilités. Si quelqu'un peut décider d'écrire aujourd'hui, le président a mis Thibault en prison. Bon, on ne cherche pas à vérifier, on dit, il a mis Thibault en prison. Ou bien, qu'il dit est ceci. Et on ne cherche pas à vérifier. Donc, la responsabilité de la presse aujourd'hui est devenue encore beaucoup plus grande. Parce qu'on peut contrôler la presse. C'est-à-dire, une radio, on peut savoir dans la radio, poursuivre. Mais sur Internet, qu'est-ce qu'on peut? N'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et ça devient extrêmement dangereux aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux. D'autant plus que les réseaux sociaux sont devenus, en fait, le principal véhicule de l'information. C'est qui est extrêmement dangereux, parce que ce n'est pas contrôlé. Au moins, la presse, on peut savoir qui est directeur général, qui est directeur en chef. La radio, on peut savoir qui est directeur, donc qui est responsable, et les journalistes. Mais avec les réseaux sociaux, donc, les journalistes aujourd'hui, beaucoup plus de responsabilités. Ensuite, vous devez accompagner. Si moi j'étais très heureux, il y avait beaucoup de journalistes à Addis. Donc, ils étaient plusieurs. Il y avait beaucoup que ça, etc. Donc, eux-mêmes, ils ont vécu. Donc, c'est extrêmement important qu'on sache à quel stade on est. Tout le monde n'a pas intérêt à ce que la Guinée avance. Parce que si la Guinée avance, il y a beaucoup de fonds de commerce qui disparaissent. Ces fonds de commerce sont basés ici. Donc, plus le pays avance, plus ces fonds de commerce disparaissent. Donc, des gens qui vivent de ces fonds de commerce ne peuvent que faire la pagaille. Alors, mais quand j'entends sur la radio, oui, on n'a certes pas, on a promis autoroute au courant qu'il y a en Mali, n'importe quoi. Donc, c'est vraiment, la presse doit refléter la vérité. Donc, les responsables sont partagés. Nous, on ne communique pas correctement. Vous aussi, parfois, vous écrivez n'importe quoi. Vous ne pouvez pas laisser n'importe quoi. Si un citoyen est inconscient et dit des choses, vous ne devez pas laisser passer, vous devez contrôler. Si quelqu'un vient raconter n'importe quoi, c'est votre responsabilité. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est vous qui êtes le propriétaire de la radio qui êtes responsable. Donc, je pense qu'il faut un effort commun. Comme vous êtes beaucoup plein
des gens qui s'occupent de la communication et que vous entendez très bien avec lui, vous avez dit, bon, lui va venir, peut-être que vous comprendrez mieux. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a entre vous et les gens à la présidence après, mais tout le monde se plaint, même les gens que je vais te vivre très longtemps, comme Savané, comme Sanou, ou comme Hassan, même eux, qui avaient l'habitude de me fréquenter avec Thibault, ils se plaignent de la presse présidentielle, enfin de communication présidentielle. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je suppose que comme Thibault est de votre milieu et que vous comprenez, j'espère que ces deux inconvénients, l'absence de communication du gouvernement et de manque de proactivité, aussi un peu plus de sérieux au niveau de la presse, j'espère que les deux, parce qu'aujourd'hui quand même, nous avons de très grandes responsabilités aujourd'hui. Jamais la Guinée n'a été aussi haut sur le plan international, même du temps de structurer. Mais ça, c'est l'avantage de tous, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, mais vous-même, vous savez, avant que je ne vienne, il n'y avait que cet hôtel, et encore dans quel état? Quand quelqu'un fait une nuit, il faut faire une deuxième nuit. Il n'y a pas de climatiseur, les draps sont sales, etc. Il part. Donc, aujourd'hui, la capitale de Conakry, on a deux inconvénients. C'est l'assainissement et les voiries. Conakry a totalement changé. Évidemment, un peu aussi dans l'anarchie. Parce qu'il y a beaucoup d'immeubles, mais c'est de l'anarchie. Parce que quand vous construisez un immeuble à côté ici, il y a un bidonville là, etc. Non. Donc, et tout ça, nous sommes en train de travailler. Vous avez bien vu qu'on a fait avec Singapour. Singapour, comme c'était avant, les gens qui ont transféré Singapour, on est en train de travailler avec eux pour Conakry 2040 et avec l'Union européenne, le Grand Conakry en 2040, etc. pour que l'on ait. Et aujourd'hui, le Maroc. J'ai reçu les envois du roi hier et le roi va venir et beaucoup de gens aujourd'hui sont déterminés, que ce soit le roi du Maroc, que ce soit l'Union européenne, etc. ont décidé de nous accompagner pour l'assainissement. Pas seulement de ramasser les déchets, mais de les transformer en énergie et en engrais. Mais même là, il y a l'industrie notoire. Les gens, ils ne les cherchent pas, ils jettent le saleté dans les caniveaux, ils bourrent les caniveaux, les caniveaux sont bouchés, ou bien ils mettent dans la rue. Alors que dans tous les pays du monde, il y a quand même des trucs pour mettre des déchets, on met au bord de la rue pour que ça soit ramassé. Donc, ce qui caractérise la Guinée, c'est l'incivisme. Les gens ont pris de mauvaises habitudes depuis longtemps. Quand vous avez été un voleur, au lieu d'amener à tribunal, vous le frappez à mort, etc. Donc, les gens font des règlements de compte alors qu'il y a un État. Mais c'est les journalistes aussi qui doivent. On ne peut pas vivre dans un État sauvage. Donc, c'est le rôle de la presse aussi d'éduquer les citoyens. Vous devez faire aussi des émissions pour montrer à la population. Vous ne devez pas jeter des ordures dans la rue. Vous ne devez pas boucher les caniveaux, etc. Mais ça va de nous tous parce que si c'est ça, on aura toujours des maladies graves. Parce que c'est la saleté qui amène les maladies. Ensuite, vous ne suivez pas ce que le gouvernement fait. Vous allez me répliquer non, c'est vous qui ne nous informez pas. Donc, on va sortir de ce cercle vicieux. Aujourd'hui, si vous demandez par exemple, qu'est-ce qu'on est en train de faire au niveau de l'agriculture? Aucun de vous n'est capable de nous répondre. Aucun. Pourquoi? Voilà, vous avez dit que vous n'avez pas d'infos. Donc, il faut que maintenant on trouve un canal qui permet que vous soyez informés régulièrement et que vous sachiez exactement ce qui se passe. En cela maintenant, qui est de mauvaise foi, qui est de bonne foi. Nous disons, on va faire un effort, mais évidemment, dès que je vais nous expliquer, tout le monde sait aujourd'hui, c'est vous qui reflétez ça. Le chef de l'État a par ailleurs donné des informations relatives à l'évolution de l'Union africaine et la grève des enseignants. Le système a été un tournant fondamental de l'Union africaine. Parce que près de 70% du fonctionnement de l'Union africaine était assuré par l'extérieur, notamment de l'Union européenne. Comment voulez-vous dire que vous êtes indépendant quand c'est quelqu'un qui vous finance? Mais là, il y a une prise de conscience à Kigali. On a mis en place une commission. Aujourd'hui, tous les pays doivent payer 0,2% des importations. Et ce montant-là dépasse largement les besoins de financement de l'Union africaine. C'est pourquoi on a décidé que le reste va être mis à la barre. Déjà, avoir l'autonomie, nous gérer nous-mêmes, ne plus avoir besoin d'argent de l'extérieur. Ça, c'est un point fondamental. Le deuxième, c'est les réformes. Vous savez très bien que quand l'Union européenne dit 10 heures, à 10 heures moins 5, tous les chefs d'État sont dans la salle. Nous, si on dit 10 heures, si vous commencez à midi, vous avez commencé tôt. Donc, ça veut dire que si nous-mêmes, nous ne respectons pas notre organisation, comment voulez-vous que les autres respectent notre organisation? Ça aussi, on a eu des débats francs. Ou ensuite, des représentants qui viennent, par exemple, au ministère des Affaires étrangères. Mais quand le ministère des Affaires étrangères va venir, le crachat devant des présidents. Et là, on a décidé que maintenant, si le président ne vient pas, on a obligations de vice-président, le Premier ministre. Pas en dehors. On n'acceptera plus que dans les sommets des chefs d'État, ce soit des ministres qui le présentent. Si le président ne vient pas, le vice-président, le Premier ministre, on n'en a pas la parole au ministre. Parce qu'il faut aussi discuter. Où il y a des présidents qui viennent le matin, à midi partent, alors que la réunion doit durer 2 jours.
Ensuite, quand on dit Inde-Afrique ou Japon-Afrique, il y a 54 ou 55 chefs d'État qui vont pour un seul chef d'État. Mais c'est ridicule que 54 chefs d'État africains se déplacent pour un seul chef d'État. Là aussi, nous avons dit non. Désormais, si on a des sommets comme ça, si c'est un continent, oui. Si c'est par exemple l'Union européenne, l'Union africaine, oui. Sinon, alors on enverra le président en exercice, le président de la Commission et les 5 présidents régionaux, c'est-à-dire la CEDEAO, la SADC, les 5 régions. Ça fera donc 7. C'est ridicule. D'autant plus que l'argent qu'ils nous promettent là-bas, quand ils disent 10 milliards ou 20 milliards de dollars, ils savent déjà qu'est-ce qu'ils vont faire. Qu'ils soient là-bas ou pas, ils savent déjà quel utilisation ils vont faire. Donc, votre président est inutile, parce qu'ils savent, en fonction de leurs intérêts, et comment ils vont utiliser les 10 milliards. Donc, ce n'est pas parce qu'on est président que ça va changer. Donc, toutes ces questions-là, on a pris conscience de le former. Ensuite, nous avons vu comprendre des résolutions. Kagame a compté 1500 des résolutions, mais sans suite. À quoi ça sert de prendre des résolutions s'il n'y a pas de suite, il n'y a pas de suivi? On a décidé qu'il doit pas avoir plus de 2 sujets et que le sommet des JE doit être un sommet de contrôle. Moi, j'ai pris l'exemple de l'énergie. Lorsque nous étions à Johannesburg, j'ai préparé une lettre au président Hollande. J'ai fait signer par tous les présidents. Ça nous a dit, tous les présidents ont signé une lettre à Hollande où nous avons dit, si nous ne sommes pas accompagnés pour l'énergie, pour le climat, c'est-à-dire le lac Tchad, le Niger, etc., aucun de nos ministres ne signera. Et on a donné consigne à tous nos ministres de ne pas signer le COP21. Donc, aucun des 54 États n'aurait signé si on n'avait pas... On a pris une satisfaction. Et j'étais le seul porte-parole. Aujourd'hui, ça marche. Le 2-3, on a une réunion ici de tous les bailleurs de fonds qui vont venir dire, voilà ce que nous finançons. Et le 4, on a le conseil d'administration qui se réunit pour mettre tout ça en pratique. Donc, en partant de ces exemples-là, j'ai proposé de désigner des chefs d'État pour chaque problème, c'est-à-dire qu'ils soient le seul qui parle au nom de l'Afrique. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on a le président Sassou pour la Libye, on a le président Idriss Déby pour appliquer le mot d'ordre de la dernière conférence qui est d'utiliser la démographie pour la promotion de la jeunesse. On a le président Issoufou qui s'occupe de la zone de libre-échange parce qu'il faut développer le commerce interafricain. Et aujourd'hui, c'est 5%. Or, ça doit être ça l'essentiel, etc. Vous avez le président Lungue de Zambie qui est chargé de la lutte contre le mariage précoce des jeunes filles, etc. Donc, on arrive maintenant à ce qu'un seul président parle au nom de l'Afrique pour tel thème. C'est la même chose, par exemple, pour le Conseil de sécurité, c'est le président du Sierra Leone. Et ensuite, pour les casques bleus, on a constaté qu'il y a 20 000 casques bleus au Congo qui s'arrêtent depuis des années. Il y a tout le temps des morts. La même chose au Sud-Soudan. Donc, disons, ça ne sert à rien de gaspiller tant d'argent. Si ça ne sert à rien, nous avons dit dans ce cas, au lieu de gaspiller l'argent, vous mettez cet argent à la disposition de l'Union africaine et nous allons envoyer nos troupes. Parce que c'est nous, notre pays, nous voulons changer, donc nous allons nous battre. Donc, vous voyez tous ces gens. Ensuite, tout le monde a pensé que l'entrée du Maroc allait faire éclater l'Union africaine. Mais avant, moi, j'avais écrit le président Bouteflika, d'autres pour dire, voilà les problèmes que nous avons en Afrique. On a le terrorisme, on a l'immigration clandestine, on a le climat, on a l'énergie, etc. On a le Boko, etc. Donc, il ne faut pas que si on a des divergences sur un problème, cela nous empêche de nous unir pour faire face à tous les autres défis. Et la preuve aujourd'hui, le Maroc est rentré, vous avez entendu, consensus. Et il n'y a eu rien. Aujourd'hui, nous sommes d'accord de nous concentrer, même si on a des divergences, on doit se concentrer. Ces divergences ne doivent pas nous empêcher de nous concentrer sur les véritables problèmes aujourd'hui, sur le terrorisme, la lutte clandestine, le développement du pays, l'énergie, etc. Donc c'était un grand tournant. Et le sommet des GIE doit être désormais un sommet de contrôle, c'est-à-dire ce qu'on a décidé, où on en est en GIE, pas venir bavarder. Et chacun des présidents doit rendre compte en GIE de l'avancée de, par exemple, Idriss Déby va convoquer un forum des jeunes, parce que je lui ai dit, c'est bien qu'on suive des jeunes, mais il faut les écouter. Il faut qu'on sache d'abord quelles sont leurs préoccupations. C'est la même chose pour la diaspora. La diaspora est extrêmement importante. La diaspora, je dis, ça va être comme la sixième région. Il y a 5 régions. C'est-à-dire, on va sur la diaspora aussi, aux problèmes de l'Afrique, et aussi participe aux objectifs que nous avons. Donc, vous devez aussi, non seulement accompagner la Guinée, ensuite au niveau de la Guinée aujourd'hui, vous avez vu ce qu'a donné mon voyage en Chine ou bien en Turquie, et vous allez écouter demain le roi du Maroc. Donc, quand les gens sont disposés à nous accompagner, et pour qu'on sorte de cette situation, vous devez accompagner. Mais c'est vrai aussi, il faut que vous soyez informés. Donc, nous allons faire un effort pour vous informer. En tout cas, tu ne dira pas qu'il n'y aura pas les éléments pour vous informer. Si vous informez pas, c'est qu'il ne veut pas. Ah non, il faut qu'on soit bien d'accord, monsieur le ministre d'État. Donc je souhaite vraiment, parce que vous vous plaignez souvent, oui, le président préfère faire des études avec la presse étrangère plutôt qu'avec la presse guinéenne. Mais moi je veux bien, mais quand je vois parfois ce qu'on écrit qui est totalement aberrant, ou qu'on dit qu'il n'a rien à voir avec la réalité, comment voulez-vous que je sois encouragé? Et il n'y a pas de raison que je consomme avec les journalistes. Même les journalistes, moi je ne suis pas rancunier.
Il y a des journalistes qui m'ont beaucoup attaqué et qui ont écrit n'importe quoi sur moi. Mais je donne des bons rapports. Si j'étais rancunier, je ne travaillerais avec aucun homme politique en Afrique, en Guinée en tout cas. Parce que tout le monde sait ce que chacun a dit sur moi. Mais il faut voir l'intérêt du pays, l'unité du pays, l'intérêt du pays. Et si quelqu'un a une compétence, capacité, vous devez travailler. Chacun apporte quelque chose. Moi, je reste à notre mot d'ordre à la fin. Du roi Guézo qui disait, avec la jarre, si tous les enfants du royaume venaient de leurs mains rassemblées, boucher les trous de la jarre, percer, le pays serait sauvé. Et même lorsque j'ai prêté serment la première fois, c'est ce que j'ai mis comme symbole. Donc je ne peux pas me battre pour ça quand j'étais étudiant et ne pas le faire quand je suis président de la République. Et vous devez savoir que je suis le premier président de la FEAF qui soit devenu président de l'Union africaine. Donc les gens attendent beaucoup de moi. Mais si vous ne m'accompagnez pas, si vous m'accompagnez, c'est la grandeur de la Guinée. Parce que si je suis président de l'Union africaine, ce n'est pas mon mérite, c'est parce que le rôle que la Guinée a joué, non seulement pour l'indépendance 58, mais l'apport que nous avons fait pour la libération, que ce soit en Angola, au Mozambique, au Congo, Kinshasa, en Guinée-Bissau, etc. Donc c'est aussi, en quelque sorte, reconnaître le mérite du peuple de Guinée dans la lutte de libération, mais aussi dans la lutte pour l'unité de l'Afrique, pour le panafricanisme. Voilà. Mais pour ça, on a besoin que vous nous accompagniez. Nous allons faire des efforts pour être réactifs, afin que vous n'allez pas sur des rumeurs, mais que vous ayez des informations correctes, en espérant que vous aussi, si vous êtes bien informés, vous donnerez des informations correctes. Voilà le pacte. J'ai fait un pacte avec les paysans en 2011. J'ai dit, moi je m'engage à vous accompagner si vous produisez. Donc, je livre l'engrais aux paysans à moitié prix et sur leur champ. Avant, la Guinée ne faisait même pas 10 000 tonnes d'engrais. Cette année, on va faire 100 000 tonnes. Et on livre aux paysans sur moitié du prix, sans compter le transport. J'ai fait la même chose avec les orpailleurs. Nous allons faire la même chose avec les éleveurs. Nous allons faire la journée des éleveurs au Fouta pour amener les éleveurs à parquer les bœufs, à ne plus les laisser divaguer. Et on va avoir 2 usines d'aliments grâce à notre cher ami Keneko et aussi à Tafagi qui sont en train de faire 2 usines d'alimentation de bétail afin que les bœufs soient parqués nourris pour qu'on n'ait plus la bagarre entre les éleveurs et les paysans parce que les bœufs détruisent les champs et ensuite qu'on ait des bœufs plus gros. On va faire la journée des paysans en forêt pour la culture de rente puisqu'aujourd'hui nous sommes en train de lancer la culture de café Robusta en forêt qui est déjà avancée et Arabica puisque nous avons la chance d'avoir les plateaux de foutage alors on peut faire d'Arabica. Donc j'ai négocié avec le Premier ministre de Turquie et le président Kagame pour nous fournir des séries de café Arabica. Donc cette année, d'ici fin mars, on allait commencer à avoir du café Arabica au Fouta. Et j'ai dit aussi, quand j'étais en Chine partout, que Mao disait qu'une mauvaise chose peut devenir une bonne chose. La mauvaise chose, c'est que la Guinée a beaucoup de retard. Mais c'est très un peu de tension en bonne chose. Pourquoi? Parce que nous allons profiter des nouvelles technologies les plus avancées pour aller beaucoup plus vite. Si je prends le cas du café cacao, le cacao Mercedes, au bout de 18 mois, ça produit, alors que l'autre, c'est 5 ans. Ensuite, le café. J'ai rencontré le patron de Nestlé. D'abord, quand on a discuté, il dit oui, je suis intéressé par Nespresso. Ça veut dire que les plantations de café que nous allons faire peuvent nous permettre de faire un Nespresso, le petit truc là que vous mettez. Donc, les vieilles plantations ne peuvent pas. Mais nous avons l'avantage, avec une nouvelle plantation qu'on va faire, peut aller sur ça qui est beaucoup plus cher. Donc, vous voyez, si nous voulons travailler, là où les autres ont mis 10 ans, nous, on mettra 2 ans. Mais il faudrait qu'on veuille travailler. Malheureusement, les défauts des Guinéens n'aiment pas travailler. Ils aiment tendre la main. Mais tendre la main ne fait pas avancer un pays. Un pays n'est pas avancé sur le travail. Donc la presse doit aussi être non seulement un élément d'information, mais un élément d'éducation. C'est-à-dire la presse doit servir aussi à éduquer le peuple. C'est ça les 2 rôles de la presse. Alors, moi je suis prêt à faire un pacte avec vous, à vous accompagner. Mais vous aussi, vous vous engagez à avoir une presse d'information et d'éducation. Alors, comme j'ai fait avec les paysans, avec les orpailleurs à Kanka, si vous voulez, on peut faire aussi, je ne sais pas, une journée de la presse. Où chacun vient parler, et chacun vient parler, à la fin, on sort avec une feuille de route. Alors Thibault, il dit, alors, préparez avec eux la journée de la presse, où chacun va venir exposer ses différents points, comme on l'a fait avec les paysans, on l'a fait avec les orpailleurs. Alors, à ce moment-là, mais un pacte, ça veut dire des obligations réciproques. Ça veut dire que chacun doit respecter son engagement. C'est ça un pacte. Bon, alors, vous préparez, vous êtes chargé de préparer, puisqu'ils sont organisés
avec les différentes organisations de préparer la journée de la presse. Et à ce moment-là, quand vous serez prêts, on fera la journée de la presse. Mais chacun doit respecter. Moi, quand je prends des engagements, je respecte. J'espère que vous respectez vos engagements. Vous ne m'accuserez plus de faire des interviews à l'extérieur, non pas à l'intérieur. Cette rencontre qui a eu lieu tard vendredi soir a permis d'éclairer les lanternes sur plusieurs aspects de la vie nationale et internationale. Et le président de la République a invité la presse nationale au respect de l'éthique et de la déontologie dans le traitement de l'information.